Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes pour perdre du gras. Cette vidéo fait partie d'un guide en 3 parties dans lequel je vais t'apprendre exactement comment perdre du gras et construire un corps athlétique. Et bien évidemment sans jamais reprendre tes kilos. La première partie aujourd'hui, on va parler de nutrition. Donc je vais te donner les 3 étapes qui vont te permettre de perdre du gras dès maintenant. Dans la seconde partie, on va parler de sport. Je vais notamment t'expliquer comment faire du muscle et surtout pourquoi faire beaucoup de cardio, c'est pas une bonne idée. Et enfin, dans la dernière partie, je vais te montrer exactement comment vaincre l'effet yo-yo pour que tu ne puisses jamais reprendre tes kilos. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo d'ailleurs, puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis un passionné de musculation et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. Ces 2 dernières années, j'ai accompagné un petit peu plus de 200 hommes dans cet objectif. Donc on est parti sans plus attendre sur le premier point. On va faire un rapide point mindset qui me paraît très important puisque aujourd'hui dans la perte de poids malheureusement je vois beaucoup trop ça. C'est que les gens sont pressés, ils veulent perdre 20, 30, 40 kilos des fois en seulement 3 mois et Internet leur montre que c'est possible et du coup ils veulent tous faire ça. Pour moi c'est pas du tout la bonne vision puisque le bon mindset pour moi quand on veut un physique sec, un physique athlétique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le fruit de juste 3 mois de travail. C'est des années de travail, ok. C'est des années de bonnes habitudes. Être sec et athlétique, c'est une identité. À la fin de la fin de la journée, à la fin du voyage, c'est une identité, ok. Et donc c'est hyper important pour moi d'avoir cette vision. C'est un marathon et pas un sprint. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est vraiment d'atteindre son objectif. Pour ça, j'aime bien l'analogie avec le randonneur. Le randonneur, lui, quand il va en montagne, l'objectif, c'est pas juste d'arriver au sommet de la montagne. L'objectif, c'est de prendre du plaisir sur toute la durée. Et surtout, il sait que probablement quand il sera arrivé en haut de la montagne, peut-être qu'il aura envie de continuer et d'aller chercher le pic qui est encore un peu derrière et qui était caché par le premier. Sauf qu'il le sait qu'il y a d'autres pics. Il sait que le haut de cette montagne, c'est pas la plus haute montagne qu'il va monter dans sa vie. Donc, c'est vraiment l'art de prendre du plaisir dans le process, de se fixer des petites milestones et puis d'avancer pour atteindre la destination. Mais de prendre du plaisir tout le long du voyage, pas juste se concentrer sur la destination. Parce que si c'est le cas, tu vas le faire une fois et après tu vas revenir exactement là où tu en étais et tu n'auras pas avancé au final. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir ce mindset. C'est un marathon et c'est pas un sprint. La deuxième chose importante dont j'aimerais parler, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire que 20% des efforts apportent 80% des résultats. On l'appelle aussi la loi des 80-20. Ça, c'est hyper important parce que cette loi, elle est assez universelle finalement, elle marche dans tout. Quand on regarde, même si aujourd'hui, par exemple, tu as développé une expertise dans un domaine, aujourd'hui, tu te rends certainement compte qu'il suffit de se concentrer que sur certains éléments pour avancer. Ok. Quand on est confronté à un problème, quand on veut aller d'un point A à un point B, on a plusieurs obstacles. Les points représentent plusieurs obstacles. Et donc, on a l'impression que tous ces obstacles-là, ils forment un bloc qui nous empêche de passer du point A au point B. Sauf que finalement, c'est plutôt comme ça. Les obstacles ne sont pas tous au même niveau, ils sont même à des niveaux bien différents. Et une personne, en fonction de là où elle va démarrer, va pas rencontrer les mêmes obstacles. Typiquement, cette personne-là, elle va rencontrer cet obstacle et cet obstacle. Et pour passer du point A au point B, c'est les deux seuls obstacles sur lesquels elle va tomber. Donc ça sert à rien de se concentrer sur ces 3 autres obstacles puisque elle va pas les rencontrer. Donc c'est vraiment l'art de se concentrer sur les bonnes choses, de résoudre les bons problèmes et ensuite d'avancer. Et en fonction de là où on en est, on se rend compte que chaque personne finalement va à peu près affronter 2 obstacles dans cet exemple-là. Donc tout le monde va affronter 2 obstacles, mais ce seront juste pas les mêmes. Et donc c'est vraiment important de se concentrer sur les bonnes choses. Dans la loi de Pareto des 80-20, il y a aussi une autre façon de la voir que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire qu'il faut faire 80% des bonnes actions, donc 80% du temps faire les bonnes actions, et 20% du temps faire de moins bonnes actions. À partir du moment où on a identifié l'obstacle, on n'a pas besoin d'être parfait pour résoudre cet obstacle. On a juste besoin d'être bon dans 80% du temps. Typiquement, on pourrait l'illustrer avec l'alcool. Si jamais aujourd'hui tu estimes que l'alcool est un problème et que c'est ça qui t'empêche de progresser, de passer du point A au point B, tu peux te dire, ok, je me fixe une règle, je bois pas d'alcool en semaine et le week-end je me fais 3-4 verres. Évidemment, il faut rester raisonnable sur le week-end. Si tu commences à prendre 15 verres, ça marche plus. Mais cette loi de Pareto là, elle fonctionne aussi. Ok, donc se concentrer à faire bien 80% du temps et 20% on fait un peu de moins bien, mais c'est pas grave, ça suffit pour avancer. Encore une fois, ça va dépendre de l'expertise ou en tout cas de l'excellence que tu veux obtenir. Évidemment, ça reste vrai pour une personne qui veut perdre du gras, devenir plus athlétique.
mais ça ne l'est pas pour un bodybuilder qui prépare une compétition, ok, ou n'importe quel athlète qui va passer au JO. Évidemment, cette personne-là, le 80-20, ça marche beaucoup moins bien. Dans tous les cas, même cette personne-là, pardon, ne sera jamais complètement parfaite. Donc maintenant, il est important qu'on parle de nutrition et qu'on définisse la base. Dans l'univers, il y a des lois universelles, comme par exemple la gravité. La gravité, c'est une loi universelle. Pour le moment, personne n'a démontré qu'elle n'existait pas. Eh bien, pour la nutrition, c'est exactement la même chose et on parle dans ce cas-là de calories. Psycho pour calories in, calories out, tout simplement le nombre de calories qui rentrent et le nombre de calories qui sortent. Et ça fait une balance et en fonction de cette balance-là, soit on va perdre du gras, soit on va prendre du gras. Des fois, on peut douter de ça, on peut se dire ouais non, c'est un peu du bullshit, ça marche pas vraiment. Moi par exemple, j'ai le métabolisme bloqué. J'entends ça des fois. Et le truc, c'est qu'un métabolisme bloqué, ça n'existe pas vraiment. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est cette personne qui s'appelle Angus Barbieri, qui pesait très exactement 214 kilos sur cette photo, et sur cette photo, seulement 81. Donc il a perdu plus de 133 kilos en 382 jours seulement. Comment il a fait? Il a arrêté de manger, tout simplement. Il a bu de l'eau et il a pris des multivitamines. Ok, alors je te dis absolument pas de faire ça, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs, mais ça montre que au final, c'est aussi simple que ça. Si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du gras. Tu peux penser que ton métabolisme est bloqué, tu peux penser que tu as un système hormonal qui ne fonctionne pas, mais au final, tout ça, c'est des choses qui vont faire peut-être que ça va ralentir ton métabolisme, donc que tu vas brûler moins de calories, mais si tu manges pas, si tu manges rien, tu vas perdre du gras. Okay, donc c'est qu'une histoire de calories à la fin de la journée, et ça, c'est hyper important à comprendre. Et donc, aujourd'hui, tout l'impact, ça va être de te montrer de comment poser ces bases en nutrition qui vont te permettre de perdre déjà du gras et de gérer ses calories. Mais avant ça, il est important de comprendre deux notions très importantes. La première, c'est la maintenance calorique. La maintenance calorique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu brûles autant de calories que ce que tu apportes par l'alimentation, que ce que tu manges. Typiquement, si dans une journée, tu dépenses 2000 calories et que tu en manges 2000, il reste 0, 2000 moins 2000. Donc, tu n'as pas perdu de gras, tu n'en as pas pris non plus. Okay, à la fin de cette journée-là, tu as une balance 0. Par contre, il y a le déficit calorique et c'est ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire que tu vas brûler plus de calories, tu vas dépenser plus de calories dans une journée que ce que tu vas en apporter par l'alimentation quand tu manges. Donc typiquement dans cet exemple, si tu dépenses 2000 calories dans une journée et que tu manges seulement 1600, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de 400 calories. Et ton corps va avoir besoin de ces 400 calories-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir aller les chercher quelque part et il va notamment aller les chercher dans la graisse. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas perdre du gras. Donc le déficit calorique, nous, c'est ce qu'on veut créer. Maintenant, pour créer du déficit calorique, il y a plusieurs stratégies. La stratégie que tu vois peut-être probablement le plus, c'est celle soit du jeûne, soit de compter ses calories. Et aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie qui incorpore le jeûne notamment, mais surtout, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ici, on va poser les bases. On va poser les fondations qui vont nous permettre derrière d'avoir une vraie compréhension de son métabolisme et de pouvoir utiliser le comptage de calories si on en a envie et surtout si on en a besoin aussi. Donc la première étape pour ça, ça va être déjà de réduire les produits transformés. Donc les produits transformés, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est tout ce qui est produit notamment par les industriels. Par exemple des biscuits bio, ça reste des produits transformés. Les produits en boulangerie, ce genre de choses, tout ça, ça reste des produits transformés. Tout ce que tu n'as pas vraiment cuisiné, dis-toi que c'est globalement transformé. Il est important de comprendre que ces produits-là, ils vont avoir 3 effets majeurs sur le corps. Le premier, c'est qu'ils sont extrêmement caloriques. Okay, dans un bol de céréales, tu as facilement 4 à 500 calories. Dans des biscuits, c'est pareil. Donc quand tu prends ces aliments-là, tu as beaucoup de calories, tout simplement. Ensuite, ils peuvent être relativement toxiques pour l'organisme puisqu'ils peuvent contenir des substances qu'on ne maîtrise pas forcément. Certains industriels vont ajouter des trucs qui font que notre organisme peut très mal réagir. Et ça, notamment, c'est très rapproché avec le système digestif et l'inflammation du système digestif. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, mais le système digestif, les intestins sont le deuxième cerveau. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que tu vas manger va passer par cette étape et c'est le système digestif qui va redistribuer dans le corps. Donc si tu as un système digestif qui est inflammé, ça veut dire que tu vas avoir un système digestif qui va laisser passer des molécules qui ne devraient pas passer normalement. Et donc ces molécules-là, elles vont se balader dans le corps et elles vont aller attaquer les autres cellules du corps et elles vont perturber le fonctionnement. C'est comme ça qu'on développe des maladies, beaucoup de maladies auto-immunes, qu'on peut développer des cancers, qu'on peut développer plein de maladies en soi, en ayant un système digestif qui est très inflammé. Et ça se passe énormément par les aliments qu'on mange. Donc tous les produits transformés vont avoir cet impact-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en manger. Il y a des gens qui vont être plus ou moins tolérants en fonction de ça.
Ok, il y a des gens, ils prennent un bout de pain, ils sont intolérants au gluten, et ben ils vont faire de l'acné ou ils vont faire des trucs, où leur organisme va très mal réagir parce que bah, il est intolérant à cette molécule-là. Donc ça, je peux pas te dire ne prends pas ça, ne prends pas ça, ne prends pas ça. Moi, je sais pas, je te connais pas, ok? Mais toi, tu le sais. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'évidemment, si tu en as beaucoup aujourd'hui dans ton alimentation, bah, tu risques un jour d'arriver à un surplus et ça risque de casser, de bloquer et donc ton organisme bah, il sera intolérant à certaines substances et tu pourras plus te permettre de les manger sur le long terme et ça causera plein d'autres problèmes. Donc ça veut encore une fois pas dire que tu peux pas en manger, mais essaie déjà de réduire les quantités, ne serait-ce que pour ta santé, et ensuite évidemment pour l'aspect calorique. Puisque là, on va parler de deux concepts qui sont très importants. Le premier, le volume alimentaire, et le second, la densité calorique. Dans cette assiette, qui paraît beaucoup plus grosse que cette assiette, eh bien, il y a beaucoup moins de calories ici qu'ici. Pourquoi? Parce que ici, tu as un aliment qui est très dense en calories, notamment du fromage, et ici, tu as beaucoup d'aliments, mais qui sont très peu denses en calories. Donc en fin de compte, ici, tu as beaucoup plus de volume, tu as une bien plus grosse assiette, mais tu as beaucoup moins de calories qu'ici. Et ça, c'est un concept fondamental dans la perte de gras, puisque tu entends sûrement souvent sur Internet que tu peux réussir à perdre du gras en mangeant plus. Eh bien, ça vient tout simplement de ce concept-là. Si tu manges des choses qui sont beaucoup plus volumineuses, mais moins denses en calories, bah, tu vas avoir l'impression de manger beaucoup plus, alors qu'au final, tu apporteras beaucoup moins de calories. Et donc, tu perdras du gras. Puisqu'encore une fois, à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est le nombre de calories qui rentrent et le nombre de calories qui sortent. Donc, vraiment privilégier des choses qui sont volumineuses mais peu denses en calories, c'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme parce que tu vas avoir beaucoup moins de frustration alimentaire. Et donc ça nous amène à la deuxième étape qui est tout simplement l'assiette équilibrée. Une assiette équilibrée, c'est quoi? C'est une assiette qui est volumineuse et qui est peu calorique, mais qui apporte des bonnes choses, des choses dont on a besoin. Donc elle va apporter notamment des protéines, des glucides, donc du sucre, et des bons légumes avec les vitamines, les fibres, etc. Donc tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te concentrer à construire tes assiettes selon cet équilibre. Donc visuellement, tu t'assures que tu as la moitié en légumes, le quart en protéines et le quart en glucides. Si tu fais ça, tu auras des assiettes équilibrées qui seront volumineuses, donc à la fin du repas, tu auras plus faim, mais qui seront peu caloriques. Et maintenant, il est important de passer à la troisième étape, puisque c'est cette étape-là qui va nous permettre notamment d'accentuer le déficit calorique. Okay, encore une fois, le déficit calorique, c'est ce qui va faire que tu vas perdre du gras ou pas à la fin de la journée. Si tu enlèves déjà les produits transformés, si ensuite tu mets en place des assiettes volumineuses, peu caloriques, bah forcément, tu auras déjà mangé beaucoup moins de calories. Donc tu seras déjà probablement en déficit calorique et tu vas déjà commencer à perdre du poids. Mais si tu veux accélérer un petit peu le processus, ou en tout cas amplifier le déficit, eh bien tu peux passer à cette étape 3 qui est le jeûne. Alors le jeûne, il y en a plein des différents. Je vais t'en présenter deux aujourd'hui, mais moi celui que je préfère utiliser, c'est le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 24 heures, c'est quoi? C'est tout simplement que tu manges très peu de calories sur une journée. Donc ici, je t'ai schématisé trois courbes. La première, c'est la maintenance, c'est-à-dire qu'à 2000 calories par jour, bah, tu ne prends pas de gras et tu n'en perds pas non plus. Ensuite, tu as le déficit normal qu'on va chercher à avoir, mais on va répartir les calories de façon équitable dans la semaine, sauf une fois dans la semaine où on va manger un petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est important de décompresser dans la semaine. Tu ne peux pas être tout le temps constamment en train de faire du déficit calorique, sinon tu vas devenir fou au bout d'un moment. Dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va commencer à être dur. Okay, donc, il faut mettre des moments stratégiques où tu vas pouvoir manger un peu plus. Et ben là, par exemple, le samedi soir, on va se dire, voilà, tu vas te faire plaisir, tu vas manger avec tes potes, faire un petit resto ou quoi, boire un peu d'alcool. Donc tu vas dépasser un peu la maintenance, mais tu vas pas non plus la dépasser de 2000 calories, parce que si tu la dépasses trop, bah ça fonctionne plus à la fin de la semaine. Donc on répartit les calories de façon équitable du lundi au vendredi ici, on mange un peu plus le samedi, et puis le dimanche, on revient au même équilibre. Donc ça, c'est la distribution normale. Et ensuite, il y a la distribution avec le jeûne. Donc on va augmenter un tout petit peu les calories, on va manger par exemple 100 ou 200 calories de plus tous les jours. Et puis un jour dans la semaine, on va manger très peu de calories. Ça ne veut pas dire manger zéro, je t'expliquerai juste après. Donc on va manger un petit peu, mais au final, sur cette journée-là, bah, on sera peut-être à voilà, 500 calories au lieu d'être à 1700. Et le lendemain, on va refaire notre cheat meal comme d'habitude, on va manger avec les potes, et puis le dimanche, on revient sur l'équilibre d'avant. Bien évidemment, c'est schématique ici, mais c'est pour te faire comprendre que l'intérêt du jeûne, du coup, il est dans le fait que si tu manges beaucoup moins sur une journée, bah, tu vas pouvoir augmenter légèrement sur tous les autres jours. Et tu peux dire, ah mais c'est horrible de ne pas manger pendant une journée. Bah, moi, je t'invite déjà à essayer. Parce que tu verras que le jeûne, ça se passe beaucoup mieux qu'on le pense. Quand on jeûne, la majorité du temps, on a peur de ne pas avoir d'énergie, d'avoir très faim et même des fois de tomber KO.
c'est très peu probable que ça t'arrive. Je t'explique tout simplement pourquoi, puisque quand tu ne digères pas, eh bien ton corps, il a beaucoup d'énergie pour autre chose. Et donc, c'est très souvent que quand on fait un jour de jeûne, on a beaucoup plus d'énergie au final dans la journée que ce qu'on pensait. Évidemment, ça a une limite, c'est-à-dire si tu fais ça tout le temps, tous les jours, bah ça fonctionne plus. Mais si tu fais ça une fois de temps en temps, bah ça fonctionne très bien à ce niveau-là et tu as vraiment la patate sur cette journée. Quand tu es malade, en général, tu manges pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que le jeûne pendant cette période-là, ça va permettre à ton corps de se régénérer. Toute l'énergie qu'il va pas utiliser dans la digestion, il va l'utiliser dans la guérison. Et donc, c'est pour ça que le jeûne a notamment beaucoup de bienfaits sur la santé parce que ça permet vraiment à tes organes de se régénérer, à ton organisme d'utiliser de l'énergie pour d'autres choses. Donc, un jour de jeûne, non seulement c'est très bénéfique pour la santé, en plus de ça, c'est relativement facile à mettre en place et ça te permet de manger un petit peu plus sur la semaine. Parce que au final, ce qu'il faut regarder, c'est le total calorique sur la semaine. Ça veut dire que si tu manges 2000 calories par jour, tous les jours, pendant 7 jours, eh bien ça fait un total de 14 000 calories sur la semaine. Si tu regardes la distribution normale, au total, tu es sur 11 800. Et si tu regardes la distribution avec le jour de jeûne, ben tu es à 11 600 dans cet exemple-là. Donc ça veut dire que tu es même à un peu moins que la distribution normale. Donc non seulement tu manges un peu plus, en plus de ça, tu te mets un créneau pour vraiment récupérer au niveau de ta santé et avoir une journée où tu as la patate. En plus de ça, tu peux toujours te permettre de te faire plaisir en fin de semaine. Et le bonus à la fin, tu es encore plus en déficit que la stratégie normale. Donc le jour de jeûne, c'est hyper intéressant dans ce cadre-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un bon jour de jeûne? C'est très simple. Tu fais un jour normal, ok, donc admettons le lundi, tu manges normalement le lundi, et le soir, tu vas faire ton dernier repas à 20h, admettons. À partir de 21h, à la fin de ton repas, tu vas jeûner, tu vas partir te coucher, et le lendemain, tu vas rater le petit déjeuner et le déjeuner. Et donc le premier repas de la journée, ce sera le soir à 21h. Donc tu auras fait au total un jeûne de 24 heures. Aussi simple que ça. Sur cette journée-là, je te recommande deux choses. La première, bois de l'eau. Bois même pas mal d'eau parce que, tu le sais, le corps est composé d'une majorité d'eau. Et donc, quand tu bois de l'eau, tu permets à ton corps de fonctionner de la meilleure manière, d'avoir un métabolisme qui tourne bien, donc de brûler des calories efficacement sur cette journée-là. Le café aussi, pourquoi? Tout simplement parce que le café a un effet coupe-faim. Quand tu bois du café, en général, t'as pas faim de suite après, voire en général, c'est 1h30, 2 heures après. Ça va dépendre des gens. Donc ça peut valoir le coup de boire un tout petit peu plus de café dans cette journée-là. Ça sert à rien d'en boire 15 non plus, mais 3 à 4 cafés, tu peux le faire sur cette journée-là. Ça va te permettre d'avoir un peu moins faim. Évidemment, il faut que ça ne perturbe pas ton sommeil. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je peux prendre un café à 22 heures, je vais m'endormir comme un bébé à minuit. Maintenant, voilà, tout le monde est différent à ce niveau-là. Le petit tips bonus que je te donne ici, c'est d'être occupé sur cette journée-là. Je te recommande d'être au travail ou dans je sais pas, un événement familial ou quoi, où il n'y a pas de la bouffe partout. Parce que le fait d'être occupé, d'avoir l'esprit occupé, ça fait que tu vas pas penser à manger. D'accord? Alors, si tu as un travail qui est très physique, où tu fais beaucoup de manutention, etc., c'est peut-être pas la meilleure stratégie sur le jour de jeûne. Là, pour le coup, ça risque d'être dur. Donc, il faut que ce soit vraiment une journée tranquille d'un point de vue dépenses physiques, mais chargé, on va dire, mentalement, psychologiquement, ok, où tu fais des trucs. Comme ça, tu vas pas penser à manger et c'est là où tu vas vraiment bénéficier au maximum de ce jour-là. Un truc très important sur le jour de jeûne, c'est de faire attention au moment où tu le romps et où tu manges le soir, ok. Ça sert à rien de se jeter sur des beignets, ça sert à rien de se jeter sur une pizza ou des trucs trop denses en calories. Pourquoi? Tout simplement parce que on va perdre tout l'effet qu'on recherchait. Rappelle-toi, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de casser les calories sur ce jour-là. Si tu te fais un très gros repas, au final, tu vas faire presque comme si tu faisais un jour normal, voire même un peu au-dessus. Ok, donc attention à ça. Le jour de jeûne, quand on le casse, on fait un repas, une assiette standard, donc les assiettes équilibrées dont je t'ai montré. Des légumes, des protéines, un peu de glucides, ça passe nickel. On évite l'alcool, on évite les desserts, on évite le pain, on évite les sauces et on reste tranquille sur ce jour-là. Tu as aussi le deuxième type de jeûne que je voulais te présenter, qui est tout simplement le jeûne intermittent. Tu as probablement déjà pas mal entendu parler de ce jeûne-là, donc c'est très simple. Pendant 8 heures, tu manges et le reste du temps, tu jeûnes. Donc en général, la meilleure façon de faire le jeûne intermittent, c'est de jeûner à partir du soir, donc le dernier repas le soir par exemple à 20 heures, et puis on passe la nuit et le lendemain, on prend le premier repas à midi. Ok, comme ça, on a raté le petit déjeuner et donc forcément on a jeûné pendant 16 heures. Et donc c'est très efficace tout simplement puisque ça permet de rater un repas. Donc on enlève un repas dans la journée. Donc forcément si on enlève un repas dans la journée, on mange moins de calories. Et donc on est en déficit et on perd du gras. Maintenant, il faut faire attention à une chose sur ce jour-là, quand on fait un jeûne intermittent. La première, c'est les protéines. Ok, c'est que comme on rate un repas, on a tendance à manger beaucoup moins de protéines. Et aussi, attention à quand on remange le midi, donc on rompt le jeûne le midi.
c'est que on peut avoir très faim et du coup commencer à se jeter pareil sur de l'alcool ou du pain ou des trucs très caloriques. Et donc forcément ça perd de son intérêt. Donc c'est toujours pareil, même dynamique que le jeûne de 24 heures, on garde le contrôle au moment où on jeûne et on fait une assiette normale. Et on met une attention particulière à augmenter un petit peu les protéines sur les repas d'ailleurs du midi et du soir. On peut même se faire un shaker de protéines du coup en snack ou un peu plus tard dans la journée pour vraiment apporter ce qu'il faut en protéines. D'ailleurs, sur le jour de jeûne, c'est la même dynamique. Moi, ce que je recommande de faire quand on rompt le jeûne le soir et qu'on mange, par exemple à 21 h, ce que je recommande, c'est de prendre un shaker une heure et demie après, pour apporter plus de protéines. Puisque comme sur cette journée-là, on n'aura pas mangé du tout, on aura apporté globalement peu de protéines. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Mais même si on ne le fait pas, ça aura beaucoup moins d'incidence puisque c'est qu'une fois dans la semaine. Et ça introduit la dernière partie sur les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu essaies de perdre du gras et de devenir plus musclé et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel dans la description, ce sera directement avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Donc d'abord, on va parler des protéines. Les protéines, c'est un des macronutriments les plus importants du corps parce qu'il va permettre vraiment toutes les fonctionnalités, notamment hormonales, mais aussi musculaires. Il y a aussi un phénomène très important avec les protéines, c'est le turnover protéique. C'est-à-dire que tous les jours, le corps recycle des anciennes protéines qui sont usagées, il va les jeter, il va s'en débarrasser, et puis il va en faire des nouvelles. C'est ce qu'on appelle le turnover protéique, et par exemple sur une personne de 70 kg, il y a environ 400 grammes de protéines qui sont recyclées tous les jours. Sur ces 400 grammes là, il y en a un quart qui va être éjecté du corps, elles sont trop dégradées, donc il va s'en débarrasser. Donc ça veut dire que tous les jours, on doit apporter des nouvelles protéines pour qu'il puisse faire ce turnover, s'occuper de sa masse musculaire et s'occuper de son système hormonal. D'accord? Donc tout ça, ça demande quand même une quantité importante de protéines. Et les protéines, on les trouve notamment dans la viande. On peut les trouver aussi dans les légumineuses, dans plein de choses différentes, dans les produits laitiers, etc. Tout ça, ça va dépendre de toi, qu'est-ce que tu manges, tes préférences, si tu manges de la viande, si tu n'en manges pas, si tu prends des produits laitiers ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir à un moment donné que tu apportes des protéines. Et le chiffre magique à ce niveau-là, c'est les 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 70 kg, ça représente environ 140 grammes de protéines par jour. À ce niveau-là, tu vas avoir de tout sur Internet. Tu vas voir du 1,6, du 1,8, du 2, du 2,2, du 2,3, du 3. Tu vas voir tous les chiffres. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de te concentrer sur un seul chiffre, les 2 grammes par kilo de poids de corps. Pourquoi? Parce que, au final, que tu sois à 1,6 ou à 2, ça ne va pas faire une énorme différence. D'accord? Encore une fois, 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. À quoi ça sert de se concentrer sur 0,2 grammes? Ça va te rajouter une friction malade au quotidien. Tu vas devoir peser le moindre truc pour savoir si tu es dans les trucs. Et en plus de ça, ça ne va même pas avoir un vrai intérêt. Donc pourquoi se concentrer là-dessus? Vise 2. Si un jour tu es à... Voilà, si par exemple tu fais 70 kg et qu'un jour tu fais 120 grammes et le lendemain tu en fais 150, ok, c'est pas grave. Tu te rapproches dans la moyenne des 140. C'est très bien, ça suffit. Ok, tu vas progresser comme ça. Vraiment, te prends pas la tête plus que ça. Ensuite, j'ai envie qu'on parle des sucres. Aka les glucides. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont indispensables pour l'organisme. Il y a notamment des organes comme le cerveau qui sont ce qu'on appelle glucodépendants, donc ça veut dire qu'ils ne fonctionnent qu'au glucose. Ça veut dire que si tu n'apportes pas de sucre, ils ne peuvent pas fonctionner. Alors évidemment, le corps, avec les millions d'années d'évolution, il a développé des mécanismes qui permettent tout simplement de créer du glucose à partir d'autres substrats. Donc par exemple, il va utiliser ses graisses ou il va utiliser les protéines, il va les transformer en glucose pour aller faire fonctionner ces organes-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le glucide, du coup, les sucres en eux-mêmes sont indispensables pour faire fonctionner ces organes-là. Les glucides, c'est aussi une merveilleuse source d'énergie. C'est d'ailleurs la première source d'énergie que ton corps va utiliser quand il va faire un effort. Si tu fais de l'endurance, avant même d'aller chercher dans ses graisses, il va d'abord vider tous ses stocks de glycogène. Le glycogène, c'est du sucre qui est contenu dans nos muscles. Donc c'est du sucre qui permet à nos muscles de fonctionner, spécialement pendant l'effort. Donc les glucides, c'est une forme d'énergie indispensable pour certains organes. Et au-delà de ça, c'est indispensable pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien. Par exemple, la thyroïde. La thyroïde, peut-être que tu ne connais pas, c'est un organe qui est situé dans la gorge et qui permet notamment de sécréter des hormones qui vont gérer le métabolisme. Donc qui vont déterminer de combien de calories tu vas brûler dans la journée. Donc ces hormones qui sont sécrétées par la thyroïde, elles vont être activées par le foie. Et pour que le foie active ces hormones-là, il va avoir besoin de glucides. Donc, apporter des glucides, c'est indispensable pour que ton foie
active ces hormones qui vont permettre à ta thyroïde tout simplement de faire fonctionner ton métabolisme et de brûler des calories. Je te donne, c'est un exemple, mais évidemment les glucides interviennent dans plein d'autres fonctions hormonales. Ok, donc manger des glucides c'est ultra important pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien. Donc il y a deux catégories de glucides. Il y a les féculents et les sucres rapides. Les féculents, c'est en gros des sucres qui vont libérer le glucose relativement lentement dans le sang. Okay, donc ça va éviter d'avoir un surplus de sucre dans le sang trop rapidement et donc typiquement d'avoir des fringales et de faire du diabète sur le long terme, etc. Et ensuite, il y a les sucres rapides qui, eux, pour le coup, vont déclencher rapidement le sucre dans le sang et donc ça va permettre au corps d'avoir de l'énergie très rapidement. Donc c'est important d'avoir les deux, mais il faut avoir les bonnes qualités. Donc les féculents, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, tout ça c'est des super féculents. C'est relativement dense, pas dense, pardon, volumineux en termes de volume, mais c'est pas hyper dense en calories. Les pâtes, bien évidemment, ça va dépendre de si tu es intolérant au gluten ou pas. Mais si tu digères bien le gluten, les pâtes c'est un très bon féculent. Il faut faire attention sur les féculents, c'est les sauces, parce que souvent c'est fade quand on les cuisine pas. Donc on a besoin de mettre des sauces, des épices, des machins. Donc privilégie plutôt les épices, fais attention aux sauces parce que ça rajoute beaucoup de calories évidemment. Et enfin tu as les sucres rapides, et là les sucres rapides c'est quand même hyper important d'en avoir. Pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du pourquoi, du comment ici, mais globalement ce qu'il faut se dire c'est que tout ce qui va être sirop d'érable, miel, fruits, c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre d'apporter des glucides qui sont disponibles très rapidement pour l'organisme avec des bonnes fibres, avec des bons minéraux, et surtout c'est des aliments qui ne contiennent que des glucides. Quand tu regardes, du sirop d'érable, c'est presque du sucre pur. Okay, et il y a très peu d'aliments qui contiennent du sucre pur comme ça. Tu regardes les biscuits c'est blindé de sucre, mais c'est blindé de graisse, c'est blindé de plein d'autres trucs. Okay, les fruits, le sirop d'érable, le miel, c'est que du sucre. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu peux donc en consommer. Évidemment, il faut en consommer avec parcimonie. Ça sert à rien de prendre des grandes louches de ça, sinon là en termes de calories ça n'a plus de sens, et puis évidemment tous les effets néfastes du sucre vont s'exprimer à ce moment. Enfin, les graisses et les lipides, hyper importants pour le cerveau, le système hormonal notamment, toutes les cellules du corps, l'élasticité des cellules viennent des graisses, le système hormonal comme notamment le cholestérol qui rentre en compte dans la fabrication de la testostérone qui est l'hormone mâle par défaut qui te permet de développer ta masse musculaire et de perdre en masse grasse. Et puis le cerveau, comme notamment la gaine de myéline, donc qui est une gaine protectrice des neurones. Donc les lipides, pardon, on en a besoin vraiment dans le corps, comme tous les autres macronutriments, mais il faut faire attention à leur quantité, parce que si on en mange trop, c'est là où il y a des risques sur la santé, et surtout c'est là où on commence à être en surplus calorique très rapidement, parce que c'est très très dense en calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Okay, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Donc il y a 2 fois plus de calories dans un gramme de graisse que dans un gramme de glucides, ou de protéines d'ailleurs. Donc il faut faire attention aux quantités. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux un guide précis sur les lipides, pour que je rentre vraiment en détail sur les aspects de santé, etc., tu peux écrire guide lipides dans les commentaires, je te ferai ça avec plaisir. Les bons lipides, tu vas en retrouver dans la viande, dans l'avocat, dans les œufs, dans le chocolat noir, dans le fromage, l'huile d'olive, les amandes. Tu vas en retrouver, voilà, c'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres aliments, mais ces aliments-là, c'est des très bons lipides. Par contre, là où il faut faire attention, c'est la quantité, c'est toujours pareil. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de prendre maximum 5 aliments riches en graisse par jour et dans des quantités raisonnables. Je t'ai mis un petit exemple ici pour voilà, que tu saches, voilà, ok, là, j'ai pris ça dans cette journée-là. Bon, je sais que je suis dans le juste. Si tu commences à prendre 50 ou 60 grammes d'amandes, tu sais que ça commence à être un peu tendu. Et enfin, je voulais faire un dernier point sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires qui, selon moi, sont vraiment intéressants pour la perte de gras. Le premier, c'est la protéine, donc protéine en poudre, qui va être soit sous forme de whey, soit des protéines végétales. Ça, c'est à ton intérêt personnel. Mais c'est hyper intéressant parce que, comme tu l'as vu, on a besoin de protéines dans la journée. Quand on fait une perte de gras, ça peut être assez compliqué d'avoir suffisamment de protéines parfois. Et puis surtout, les aliments qui sont très protéinés, en général, ils ont aussi pas mal de matières grasses, comme la viande. Il n'y a que le poulet qui est vraiment une protéine maigre quasiment, ou alors le skyr, les fromages blancs 0%. Mais la whey, ça a l'intérêt d'être très très dense en protéines et de pas trop gonfler les calories. Donc moi, je recommande ça
dans sa diète quand on veut perdre du gras. Ensuite, les multivitamines, ça pour moi, le multivitamine de NutriPure, je le recommande à 100% parce qu'il y a plein de bonnes choses pour ton métabolisme globalement. Il y a tout ce qui va être bon pour la testo avec la vitamine D, le zinc, le magnésium. Tu vas avoir de l'iode pour la thyroïde, tu vas avoir des antioxydants, tu vas avoir plein de bonnes choses dans ce multivitamine. C'est un des mieux dosés du marché. Donc moi je te le recommande à 100%. Et ensuite tu as les oméga 3 qui sont des graisses qui ont vraiment un effet très positif, notamment sur la santé, et qui vont jouer aussi bien évidemment un rôle dans le métabolisme. Donc ces trois compléments-là, c'est les compléments que je recommande. Ils ne sont pas indispensables, ok? Si tu fais des bonnes assiettes équilibrées, si tu limites les produits transformés, si tu fais un jour de jeûne, voilà, toutes ces choses-là, ça reste en bonus, ça vient se mettre par-dessus, c'est le bon sel qui vient ajouter tout ça, ok? Mais c'est pas absolument nécessaire. Si tu fais ta première commande chez NutriPure, je te recommande cette marque, non pas parce que j'ai une affiliation particulière avec eux, simplement que je trouve leurs produits d'excellente qualité et donc je les recommande. J'ai un code parrainage si tu fais ta première commande, moins 10%, donc hésite surtout pas. D'ailleurs, encore une fois, si toi aujourd'hui tu essaies de perdre du gras et devenir plus musclé et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un call directement en description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Enfin, le bonus, comme promis, donc un carnet de bord. Carnet de bord, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va te permettre d'identifier les problèmes. Comme je te l'ai montré au début, les obstacles, ils sont pas tous au même niveau, ils sont un petit peu décalés. Et l'important, c'est de trouver les obstacles qui vont te concerner. Et pour ça, comment on fait? Eh bien, on doit observer. Et pour observer, eh bien, il faut noter tous les jours religieusement ce que tu manges pour, à la fin de la semaine, regarder l'ensemble et te dire, ok, bah là, il y a un problème à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et tu sais exactement du coup sur quoi te concentrer. Et donc, tu peux progresser. Donc le carnet de bord, c'est fondamental parce que tu vas pas deviner tes problèmes juste comme ça. Il faut que tu les observes, il faut que tu vois où sont les problèmes. Donc pour ça, il faut les noter. C'est du travail, mais on n'a rien sans rien. Si jamais aujourd'hui, tu es dans une dynamique où tu veux perdre du poids sans faire d'effort, bah, de toute façon, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi, et donc ce carnet de bord non plus. Par contre, si tu es vraiment investi dans ta perte de gras et que tu es déterminé, eh bien, tu peux télécharger ce carnet de bord. Tout ce que tu as à faire, tu vas sur Instagram, tu m'envoies carnet en message, et je t'envoie ça de suite, et comme ça, tu peux commencer dès maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo va changer ta vie, va te permettre de commencer à mettre le pied dans l'aventure de la transformation physique. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te remercie pour le visionnage et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!